Bonjour et bienvenue à ce webinaire du 26 mai. Il est 11 heures, donc je pense que nous allons démarrer sur cette session sur investir en Occitanie. Donc un webinaire présenté par M Capital et la région Occitanie. Peut-être le slide suivant. Donc, tout au long des interventions, vous pourrez vous poser vos questions en utilisant la fonctionnalité QR de l'application. C'est celle-là qui permettra de récupérer toutes vos questions. Pour les participants qui nous suivent par téléphone, ils peuvent poser leurs questions par mail sur l'adresse suivante fto@mcapital.fr. Donc fto@mcapital.fr. Et par ailleurs, vous allez recevoir des sondages pour recueillir vos avis pendant ce webinaire, en sachant que nous sommes près de 350. Donc, sur quoi allons-nous échanger au cours de ce webinaire? On a remarqué que il y avait des gens qui avaient des avis assez partagés. Certains investissaient, d'autres non. Donc, la première question, c'est faut-il investir en temps de crise? Quels sont les dispositifs et les enjeux du Fonds de tourisme Occitanie? Qui sont les bénéficiaires du fonds? Les projets éligibles? Et surtout, comment soumettre un projet au Fonds de tourisme? Alors la question, effectivement, c'est dans ce contexte, pourquoi faut-il investir? Quelques chiffres d'abord pour se remettre en tête. Le secteur du tourisme en France, c'est 7,2% du PIB et regroupe 1 200 000 emplois. Le tourisme en Occitanie, c'est quoi? C'est 10,3% du PIB avec pratiquement 100 000 emplois. Ce qui veut dire que le tourisme est une industrie qui est très pondéreuse chez nous et qui d'ailleurs se situe en deuxième enjeu économique régional après agronomie et agriculture, mais devant l'aéronautique. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Patatrac, le Covid-19. Donc, suite à cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'on remarque? Le chiffre d'affaires perdu jusqu'à 40 milliards d'euros. 30% des établissements CHR, donc cafés, hôtels, restaurants, sont menacés de fermeture parce que c'est très difficile de se projeter en plus vers le redémarrage. Et enfin, des centaines de milliers d'emplois sont menacés. Donc globalement aussi, dans les chiffres, c'est 90% en moyenne de perte de chiffre d'affaires sur le mois d'avril, des taux d'annulation et de report sur mai-juin extrêmement forts, qui sont des mois très dégradés, et juillet-août, pour l'instant, le taux d'annulation est supérieur à 30%. La fréquentation hôtelière, le taux d'occupation donc est inférieur à 5%, c'est-à-dire quasi nul. Donc ça, c'était une enquête du CRT auprès des professionnels. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que l'Occitanie a son atout, l'occitalité. C'est quoi? C'est que la région, d'abord, dispose d'une diversité d'offres extrêmement importante. C'est une région qui regroupe à la fois la montagne, la campagne et la mer, la gastronomie, une forme de convivialité. Et la première analyse, c'est de dire que le tourisme est un secteur qui est très résilient. C'est-à-dire que certes, il tombe très vite, mais sa capacité de rebond est très forte. La deuxième chose, c'est que quand on regarde le tourisme avant Covid, après Covid, ce que l'on peut regarder, c'est que ce tourisme est en pleine mutation suite à je dirais une évolution de la demande touristique qui va vers plus de durable, vers plus de proche de la nature, des circuits courts. Donc le touriste évolue. Et pour le tourisme en Occitanie, on sait d'où l'on part, les grands plans Racine, les stations de ski. Et demain, il faut que l'on aille vers une autre offre d'hébergement, il faut qu'on aille vers des stations de montagne et non plus des stations de ski. Donc, c'est dans un contexte aussi où le tournant était déjà obligatoire avant le Covid pour le tourisme en Occitanie et il l'est évidemment actuellement aussi. Donc,
Est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce qu'il faut investir? Évidemment, pour ces trois raisons. D'abord, parce que c'est un secteur résilient, parce qu'on est en pleine mutation touristique et parce que c'est obligatoire en Occitanie. Donc, ce webinaire va y avoir plusieurs intervenants. Dans les intervenants, donc moi-même, qui suis directeur de développement du Fonds Tourisme, Julie Kaski, qui est la directrice d'investissement en charge de tout ce qui est donc finance, et c'est elle qui dirige le fonds. Ensuite, les deux interlocuteurs qui sont les chargés d'affaires, l'un pour l'Occitanie Est, Fabrice Atané-Ferrand, et l'Occitanie Ouest, Florian Ricard. Ensuite, Monsieur Karl O'Hanlon, qui est un entrepreneur qui est en train d'investir dans un très très joli projet en Occitanie et qui viendra nous donner son témoignage. Et Nathalie Nouziès, qui est à la direction du tourisme et du thermalisme à la région, qui sera aussi pour répondre à vos questions et présenter ce que fait le fonds. Je peux passer la parole, Julie, pour interviewer Monsieur O'Hanlon. Bonjour à tous. Bonjour Karl. Bonjour. On vous entend bien, c'est parfait. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous ce matin pour parler de la crise, mais surtout pour parler projet, investissement après-crise, post-crise, parce qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui de la perspective dans le contexte qui est le nôtre. Alors, on pourrait commencer, si vous le voulez bien, par la présentation de votre groupe, Domaine et Demeure. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Hein. Je suis très content d'être invité. Je suis Karl O'Hanlon, je suis irlandais en fait, d'origine, mais avec des liens familiaux en Occitanie depuis toujours, toute ma vie. Et ma femme et moi-même sont venus nous installer en 2006 et on a fondé la société en 2008. Nous sommes associés avec la famille Bonfils, qui est une famille de vignerons d'Occitanie en 2012, basée à Colombier, entre Béziers et Narbonne. Notre offre, c'est une offre touristique, effectivement, avec les châteaux viticoles qui sont transformés en type de lieu de villégiature. Chambres d'hôtel, gîtes, villas, restauration, spa, et bien sûr, tout ça autour de la production viticole maintenue. C'est une offre un petit peu particulière parce que l'idée était de faire un assemblage de tous les meilleurs aspects de l'offre existante. Ça veut dire les prestations d'un hôtel de standing avec les côtés pratiques d'une location d'une villa ou d'une gîte, avec tout le charme, l'authenticité d'un domaine viticole et le service qui est à la fois exigeant mais très décontracté d'une club privée. Et voilà, donc deux établissements actuellement en exploitation. Le Château de Grasse qui a ouvert en 2011, c'est à côté de Capestan, encore entre Béziers et Narbonne. On a 120 lits là-bas. Et puis Château Saint-Pierre de Saint-Jacques qui est entre Béziers et Pézenas, plus ou moins. Et là-bas, on a 210 lits. C'est une offre plutôt haut de gamme, mais on n'est pas classé, mais probablement l'équivalent de 4-5 étoiles, mais une version très décontractée. C'est pas du tout exclusif, plutôt orienté vers l'intégration avec la communauté. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil des clients qui viennent dans vos sites? Bien sûr. Donc, nous avons plusieurs segments de clientèle. On a 7 clientèles différentes. On a la clientèle notre saison estivale, qui est une clientèle plutôt familiale ou internationale. On a les groupes, les séminaires qui représentent à peu près un tiers de le business aujourd'hui. On a le weekend break, qui est un marché plutôt d'un rayon de 4 ou 5 heures entre Bordeaux, Barcelone et Marseille. On a des locaux qui représentent la moitié de le chiffre dans les restaurations et plus que ça encore dans les spas. Et puis, on a des groupes de loisirs, ça veut dire les zones touristes, les vélo-touristes, le yoga-tourisme, le tourisme spirituel, etc. Et puis, on a des mariages. On fait une douzaine à peu près de mariages par an. Et après, oui, le 7e, c'est le marché international familial avec des enfants préscolarisés, qui est un marché un petit peu différent que l'autre saison estivale. Voilà, donc cette Est-ce que
Est-ce que du coup, compte tenu de cette crise et des déplacements qui sont pour le moment limités à 100 kilomètres, on sent bien que, ça va s'ouvrir un petit peu à 200-300 kilomètres, c'est ce qu'il a l'air de se tramer. Est-ce que, votre groupe, a dû faire de de l'adaptation de son offre, Bien heu, sûr, pour répondre, absolument, ouais. aux nouvelles attentes? Oui, mais comme tout le monde, on a subi cette choc et notre clientèle estivale, donc, qui représente le parti le plus important quand même de le chiffre d'affaires, il est prédominant des étrangers internationaux. Et donc, on reste assez confiant. On a vu encore les annonces ce matin que l'Europe continentale sera ouverte en juillet-août. On essaie de maintenir notre portefeuille de clients. On est en contact constant avec eux. Mais bien sûr, il faut aussi pivoter très clairement vers un marché plutôt local et francophone qui, pour nous, en saison estivale, n'était pas, c'est pas que ce n'était pas notre cible, mais c'est pas notre clientèle habituelle. Les francophones, les Français représentent à peu près 10, les francophones, y compris les Belges, à peu près 20. Voilà. Donc, il faut pivoter, bien sûr, c'est absolument sûr. Et donc vous avez, fait, ce pivot en changeant votre stratégie de communication, de distribution de votre offre? Oui, effectivement, d'abord, donc, dès que le coronavirus est revenu, la première chose, c'était de stabiliser le bateau, de suivre le choc, d'organiser et orienter nos équipes, de les protéger, voilà, etc. Deuxième chose, c'était d'organiser financièrement et voilà, pour être sûr d'être capable de maintenir. Ensuite, là, maintenant, en anticipation de la réouverture, on a plusieurs pistes de marketing différentes. La première, c'est le protéger, maintenir le portefeuille de réservation existant. Et moi, j'ai l'espoir toujours pour l'été. Et quand nous faisons des sondages avec notre clientèle existante, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils veulent venir. À 80%, ils veulent venir. Ils ne sont pas trop craintifs, en fait. Le craint qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir le droit de venir. Mais la demande, il est là. Hein. La demande, il n'est pas. Bien sûr, il y a des gens, par exemple, là, hier soir, on avait une session irlandaise, mais c'est quelqu'un qui est médecin. Et elle est aux premières lignes, elle est toujours en contact avec les gens, et elle a jugé que ce sera irresponsable de voyager. Donc, elle a annulé, bien sûr, hein, entièrement compréhensible. Mais dans la plupart de notre portefeuille, ils veulent venir toujours. Leur crainte, c'est est-ce qu'ils vont avoir le droit et est-ce que le liaison de transport sera disponible pour eux. Donc, le premier volet, c'est de maintenir la clientèle qu'on a. Et le deuxième volet, bien sûr, c'est d'essayer de séduire le marché francophone. Très bien. Donc, là-dessus, c'est avec des moyens traditionnels et sur l'Internet, bien sûr. Voilà, Alors, comme vous le savez, le sujet du jour, c'est: faut-il investir en temps de crise? oui. Alors déjà, Karl, est-ce que vous avez, dans votre groupe actuellement un projet ou des projets, heu, qui, sont sur votre bureau et sur lesquels vous êtes en train de Oui. travailler ou pas? Oui, nous avons Château Capital qui est sur la commune de Narbonne, qui est prévu d'ouvrir ses portes premier trimestre de 2021. Donc, c'est en pleine réhabilitation, construction aujourd'hui. Et nous avons eu la chance d'avoir organisé la finance, d'avoir mis en place la finance bien en avant le démarrage de cette crise. Donc le financement était en place. Mais malgré ça, l'ouverture est maintenue et nous restons très convaincus que la demande, on n'est pas trop craintif là-dessus. Hein. Et donc, j'ai remarqué quand nous avons parlé avant, Julie, il y a quelques jours, qu'après la crise financière en 2008, Barack Obama il a fait une remarque qui m'a marqué. Il a dit que les choses
Je crois que nous l'avons perdu, sa connexion. Alors, en attendant qu'il revienne, Ils ce sont sont... rarement. Ah, Pardon, on vous vous avez entendait perdu? plus, Karl. Ouais, on vous entendait Ah, plus. pardon, à quel moment c'était perdu? C'est Barack Obama, je crois, qui nous a Oui, coupé. donc il a dit que quand les choses vont bien, ils sont rarement si bien qu'on pense, mais quand les choses tournent, ils sont rarement si mauvais non plus. Et moi, je suis convaincu que malgré les prognoses, nous avons clairement eu la réalité de ça. Après une Q1, le premier trimestre se présente très, très bien, presque pour tout le monde, il me semble. Et clac, on a eu les portes fermées et zéro revenu en Q2. Par contre, je pense que la deuxième partie de son propos sera également vrai. L'année 2020 sera très compliquée, c'est sûr, pour tout le monde. Mais l'avenir, pour moi, ne sera pas si mauvais que le prognostic qui est souvent fait par les commentateurs. Mmh. Très bien. Donc, j'ai envie de dire que vous avez répondu en quelque sorte à la question: «Est-ce qu'il faut investir en temps de crise?» Votre réponse est... Moi, je pense oui, parce que d'abord, même dans le court terme, aujourd'hui, on a une sensation, par exemple, que les gens pensent que c'est l'avion lui-même qui porte le virus. Mais ce n'est pas l'avion, c'est les gens qui sont sur l'avion. Et dès la maîtrise du virus, on verra le timing de ça, mais maîtrise plus ou moins de ce virus, je pense que les gens vont avoir envie de voyager encore par voiture, par train, et l'avion va continuer. Ce n'est pas par hasard que EasyJet, Ryanair, Voltea, etc. a planifié le redémarrage de leur service. Peut-être pas exactement comme avant, mais sur le moyen terme, pour moi, il y a deux grandes faits. La première, c'est démographique. C'est que il y a de plus en plus de monde et il y a moyenne classe en pleine explosion, en pleine expansion mondiale, malgré ce que les extrêmes du gauche et les extrêmes du droite nous font croire. Il y a moyenne classe en pleine explosion et ils ont de plus en plus d'argent. Et en même temps, il y a un deuxième thème qui est l'envie du sweat. Parce que la consommation pure des marques, des costumes, etc., on voit là une diminution. Et la consommation, pour moi, ça axe de plus en plus vers le vrai, vers ce qui donne raison à la vie, vers l'expérience. Et notre rôle en tourisme, on est fournisseur des expériences. Et je pense donc au contraire que la notion que le tourisme va petit à petit évaporer, je suis pas du tout preneur au contraire, en fait. Voilà. Pour moi, l'avenir de notre métier, c'est très positif. Par contre, ça ne va pas dire qu'il faut, il peut se permettre d'être complaisant. Il faut toujours, le consommateur est toujours en évolution, il faut toujours mettre le consommateur au plein milieu de nos réflexions et au plein milieu de notre offre. C'est sûr qu'il sera une erreur. Donc, en fait, si on résume votre pensée, c'est de dire qu'il faut investir pour s'adapter au mieux aux usages des touristes et à la demande qui est en train de changer pour plus de durabilité, si j'ose dire. Tout à fait. Donc, c'est un peu l'idée, mais encore faut-il le pouvoir, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut, mais encore faut-il le pouvoir. Donc, je crois savoir que vous êtes en contact avec le Fonds de tourisme Occitanie Oui. pour déboucler votre projet de Château Capitoul. Oui. Et donc, je voulais savoir en quoi le Fonds tourisme Occitanie, en cette période, mais on était déjà en contact ensemble Oui. avant la crise, comment ce dernier vous aide et accompagne dans cette période. Nous sommes très contents avec l'engagement. Depuis le début, on a été contacté par Fabrice, par l'FTO, qui a essayé vraiment de comprendre notre business, qui est entré vraiment dans le détail, comment on est structuré, qu'est-ce que c'est notre vision, qu'est-ce que c'était aussi nos valeurs, la manière de réfléchir dans le business. Et ensuite, on a commencé de
faire une collaboration ensemble. Et aujourd'hui, dans le financement de Château Capital, l'FTO fait une partie intégrale de la stack. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est clair que c'est très complexe et c'est une autre histoire d'organiser le financement pour les projets d'une certaine taille. Et aujourd'hui, l'FTO fait une partie très importante pour nous avec nos banques, avec nos actionnaires, avec les fonds propres. Voilà, donc on est très, très content d'avoir cet accompagnement. Très bien, merci beaucoup, Karl. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort parce que tout le monde aura remarqué votre accent et que moi, j'aurais été incapable de faire cet exercice en anglais. Donc, merci. Bon, c'est gentil, mais merci. Mais désolé pour toutes les fautes de grammaire Oh inévitables. non, vous êtes excusé. J'en profite pour essayer de connaître mieux les participants qui se sont connectés. Pardon. Je vais vous lancer un sondage afin de connaître votre profil et afin que nous sachions à qui nous nous adressons. Donc, votre profil est plutôt porteur d'un projet en cours de bouclage, futur porteur de projet, des prescripteurs type institutionnel, office de tourisme par exemple, ou un autre type de participant. Je vous laisse répondre au sondage. Puisque je vois que vous êtes encore en train de répondre. Pour votre information à tous, nous sommes 200 participants. Donc, c'est un beau chiffre et nous sommes ravis de vous recevoir. Je crois que le chiffre se stabilise. Enfin, on vote encore. Je vous laisse la parole. Profitez-en. Et c'est bon. Je partage les résultats. Je pense que vous les voyez tous à l'écran. Donc, nous allons dire que nous avons 43% d'autres, donc le mystère est à son comble. Nous avons 25% de prescripteurs qui assurent la promotion et le développement du tourisme. Nous avons des futurs porteurs de projets à hauteur de 16%. Et enfin, des porteurs de projets qui sont en cours de bouclage à hauteur de 16%. Donc, sur un panel, sur les votants, il n'y a eu que 150 votants, en sachant que les personnes qui sont connectées par téléphone ne peuvent pas voter. C'est dommage, mais c'est ainsi. Donc, je remercie donc Karl pour son intervention, notamment sur le Fonds Tourisme Occitanie et sur donc l'intérêt qu'il y a à solliciter le Fonds Tourisme en cette période. Je cède la parole à Marc qui va nous présenter la société M Capital qui déploie ce fonds. Marc, c'est à toi. Merci Julie. Donc, juste pour rappel, hein, pour poser vos questions, donc, vous utilisez le Q&R qu'il y a en bas de l'écran et nous répondrons aux questions à la fin de l'exercice, hein, donc vers 11h45 environ. Donc, M Capital est un des leaders de l'investissement privé en France. D'abord, c'est un groupe indépendant, hein, dont le siège social est à Toulouse, donc avec des bureaux à Toulouse naturellement, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Paris, et nous avons une activité qui est nationale. On est spécialisé dans le financement des PME et en fait, nous sommes historiquement experts dans tout ce qui est solutions de financement souples, agiles, diversifiées, c'est-à-dire que nous intervenons souvent sur ce que l'on appelle de l'equity, c'est-à-dire des capitaux propres, et donc nous venons comme co-investisseurs avec des porteurs de projets et essayer d'abord de déboucler leur projet au départ et ensuite de les accompagner sur la durée. Donc création en 2002 et 50 collaborateurs, dont 30 à Toulouse. Nous sommes, nous aussi, une PME. Sur les métiers, M Capital, bon, faut savoir naturellement que c'est une société qui est agréée par l'autorité des marchés financiers, hein, et nous sommes spécialisés dans 4 métiers. Le capital développement, c'est en fait l'investissement dans des PME qui sont matures, c'est-à-dire dont le mode de fonctionnement est avéré, qui fonctionne et qui souhaite accélérer, hein, donc sur des sociétés matures.
Nous avons aussi un autre segment sur le capital innovation. Capital innovation, c'est quoi? Ce sont des startups. On appelle des startups. Alors, deux types d'interventions. Une intervention qui est dans l'ancien périmètre Midi-Pyrénées sur de l'amorçage, donc tout à fait au début de la vie de l'entreprise, et ensuite une activité nationale sur des sociétés qui sont des startups que l'on dit en série A, c'est-à-dire plus importantes. Ensuite, un métier sur l'immobilier. Alors, pourquoi je cite aussi ce métier? Parce que vous remarquerez que dans les projets touristiques, vous allez avoir des sociétés qui sont en capital développement, des sociétés qui sont en capital innovation et beaucoup de problématiques immobilières aussi quand on va parler de tourisme. Et c'est encore une verticale sur laquelle nous faisons du financement, donc de promotion, faisons de la promotion nous-mêmes, de la copromotion, du financement d'opérations. Et donc, tout ça nous permet d'avoir une expertise assez forte sur toutes les problématiques que l'on rencontre aussi beaucoup dans le tourisme. Et enfin, un quatrième métier qui est ce qu'on appelle la dette privée. La dette privée, c'est à côté de la dette bancaire. Et parmi cette activité de dette privée, il y a les prêts à l'industrie du tourisme et à l'intérieur de ça, donc le Fonds de tourisme Occitanie, qui est donc ce prêt qui a été émis par la région Occitanie. Alors, nos secteurs de prédilection, vous avez donc le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Alors, parmi les enseignes les plus connues, vous avez Sushi Shop, Bagelstein, beaucoup de retail avec des enseignes comme Fusalp, Bricorama, industrie et infrastructure, La Fermière, Medtech, qui était déjà dans la région, et dans les services et le digital, des sociétés comme Avis Vérifié ou Schoolmove, qui est aussi une pépite locale. Hein, voilà un peu parmi nos 170 participations, un échantillon de ce que nous savons faire. Et donc, la verticale du tourisme chez M Capital est extrêmement importante. C'est-à-dire que nous avons une réflexion depuis longtemps sur ce segment et sur son avenir. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que le tourisme, d'abord, c'est quelque chose, c'est une forme de laboratoire qui reflète l'évolution de tous les modèles sociaux et qui est toujours en constante mutation et qui revêt aujourd'hui un visage plus responsable, durable et qui en fait essaye de répondre et de s'adapter chaque fois aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Et donc Good Tourism Lab, c'est quoi? C'est une innovation d'M Capital, d'accord, qui va s'interroger sur l'avenir du tourisme et sur les modèles qui façonneront le quotidien et de pouvoir comme ça accompagner tant des institutionnels que des territoires ou des porteurs de projets dans ces réflexions autour du tourisme. Donc, à travers de ça, on va accompagner des entreprises du secteur. Il y a des publications digitales régulières, des vidéos, l'expérimentation de solutions innovantes et l'organisation d'événements. Donc, Good Tourism Lab est porté donc par M Capital et accompagne donc l'évolution du métier du tourisme et cela dans tout le territoire. Voilà, donc c'est l'essentiel de M Capital et de Good Tourism Lab. Et maintenant, donc, on va relancer un petit sondage et laisser Julie présenter le Fonds Tourisme Occitanie, qui est le dispositif que nous avons dans la région. Merci Marc. Donc je vous lance un deuxième sondage qui est sur l'impact de la crise. Donc je vous le mets à l'écran. La crise sanitaire aura pour effet de revoir à la baisse vos projets d'investissement, de reporter vos projets d'investissement, de les annuler. Je n'ai pas de projet ou je maintiens mon projet avec en prime une petite faute d'orthographe, mais c'est pour le plaisir, c'est la joie du direct. Je vous laisse voter. Le chiffre monte. Merci à tous pour votre participation active. Bien, je stoppe les sondages. Donc, s'il y a encore des gens qui veulent voter, c'est bon. Je mets fin au sondage. Donc, nous avons un panel de 140 votants. Donc, 34% reportent leur projet. Après, on ne sait pas de combien de temps.
26% le maintiennent, 22% n'ont pas de projet, 13% le revoient à la baisse, le recalibrent dans le contexte et enfin, que 4% qui les annulent, donc c'est plutôt, ah pardon, j'ai pas partagé, excusez-moi, voilà. 4% qui les annulent, donc c'est plutôt, encourageant, finalement puisqu'on parle de report, de maintien, de resizing. Nous redimensionnons, les projets, mais de les annuler qu'à hauteur de 4%, donc c'est plutôt, encourageant. Merci à tous. Donc je vais vous présenter donc le fonds Tourisme Occitanie. Le fonds Tourisme Occitanie, donc c'est un fonds qui a été créé à l'initiative, de la région avec le concours de la Banque européenne d'investissement et des 5 caisses, régionales du Crédit Agricole et qui est déployé par M Capital Partners. C'est un fonds de prêt qui est dédié aux entreprises du tourisme en Occitanie, qu'elles soient privées, publiques ou parapubliques. Donc quand on dit privé, public ou parapublic, ça veut dire que ça s'adresse aux PME, aux collectivités locales, aux SEM, aux associations, pour accompagner une évolution et une diversification de l'offre touristique en Occitanie. Dans cette phrase, il y a énormément de choses puisque ça veut dire que nous finançons des projets qui sont sur la région, quel que soit finalement le siège social du porteur de projet. Donc, financer cette évolution et cette diversification afin de répondre aux nouveaux usages, on en a parlé précédemment avec Karl et avec Marc, mais aussi pour démultiplier le potentiel de la destination Occitanie telle que l'a décrite Marc, qui présente de forts atouts, mais qui, à certains endroits et sur certains sujets, mérite d'être remis au goût du jour. Tout ceci en s'efforçant de faire émerger des projets qui s'engagent dans le tourisme durable et responsable, tant sur le plan sociétal qu'environnemental. Donc, nous allons privilégier, autant que faire se peut, les projets qui auront cette tendance de durabilité qui nous tient à cœur. Comment on finance ces projets-là? Je vous indique au préalable que c'est un dispositif qui est inédit puisqu'il n'existe à notre connaissance nulle part ailleurs en France à ce stade ni en Europe, c'est-à-dire une région qui investit dans un fonds aux côtés de la Banque européenne d'investissement, tout ceci pour faire 101 millions d'euros pour un secteur donné qui est le tourisme. C'est un dispositif qui n'existe nulle part ailleurs. Ce fonds a la vocation de catalyser l'investissement bancaire pour la simple et bonne raison que, nous l'avons dit déjà aussi un peu, la difficulté dans le tourisme, c'est que les banques ont un peu de difficulté à se projeter sur des projets sur lesquels il n'y a pas d'historique ou peu, et ont tendance à avoir du mal à délivrer leur accord, ou en tout cas dans l'intégralité du financement. L'idée du fonds Tourisme Occitanie, c'est de venir en complément de la dette bancaire afin de financer des projets de création sur lesquels il n'y a pas d'historique, de rénovation ou de reprise avec projet dans le tourisme. Nous allons faire des prêts qui vont jusqu'à 4 millions d'euros et nous allons financer 20 à 30 dossiers par an pendant 4 ans. Tu peux passer la slide suivante. Donc, vous me direz, très bien, nous avons compris l'idée. Quels sont les projets qui rentrent dans le scope du Fonds Tourisme Occitanie? Eh bien, c'est assez simple. On va toucher à tous les secteurs d'activité liés au tourisme. On va parler d'infrastructures et d'équipements de stations de montagne et du littoral, de thermalisme et de bien-être, d'hébergement, d'activités de loisirs ou encore d'innovation touristique. Tout ceci avec 2 axes principaux dans la stratégie qui sont la montée en gamme de l'hébergement,
mais aussi de favoriser une émergence de projets touristiques structurants, c'est-à-dire qui vont permettre une meilleure attractivité du territoire de notre région. Donc maintenant parlons concrètement des caractéristiques financières, de nos interventions. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons déployer notre fonds pendant 4 ans et nous le déployons, depuis novembre 2019. Nous avons, des cibles donc publiques et privées, publiques, parapubliques et privées. Nous allons financer 50 de nos 101 millions auprès du public, et du parapublic et 50 sur le privé. Nous allons intervenir en prêt, en obligation simple ou en obligation convertible. Pour les personnes qui seraient moins amatrices de finances, donc les obligations simples et convertibles sont plus assimilables à des fonds propres ou à des quasi-fonds propres, selon le cas, et donc vont permettre de rassurer les banques quant au bouclage du tour de table. L'emprunteur privé sera en priorité de la PME, selon la définition communautaire de la PME qui s'affiche sur votre écran, donc moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, ou enfin moins de 50 millions d'euros, ou un total bilan de 43, enfin inférieur à 43 millions d'euros. Donc, pour ce qui est des montants, donc nous allons intervenir à hauteur de 25 à 40 du coût total, de votre investissement hors taxe, ce qui fait de nous un fonds de cofinancement. Donc nous venons bien en complément de la dette bancaire, des subventions, que la région ou le département pourrait, porter à votre projet. Nous allons intervenir sur des durées maximales de 20 ans, puisque notre fonds a une durée de vie de 24 ans, dont 4 ans de déploiement du fonds, ce qui réduit à une durée de 20 ans votre intervention, mais ce qui est déjà une durée assez conséquente, notamment sur l'immobilier, c'est intéressant. Et des tickets qui vont aller de 200 000 à 4 millions d'euros. Donc, ce qui signifie par là même que, étant donné qu'on finance jusqu'à 40 du montant de vos projets, le montant des projets à partir duquel on intervient, c'est 500 000 euros, puisque 40 de 500 000 fait 200 000 euros. Donc, ce sera la taille minimale, en quelque sorte, de votre projet. Donc, nous avons la vocation d'être très souple afin de favoriser la montée en charge de votre exploitation. Donc, nous allons utiliser pour cela plusieurs outils qui vont vous permettre d'être plus tranquille sur votre amorçage. Donc, nous allons utiliser le différé de paiement, d'une part, donc qui pourra aller jusqu'à une durée de 4 ans. Nous allons utiliser le prêt in fine, qui va permettre bien évidemment aussi d'être plus souple dans votre montée en charge. Et nous allons, autant que faire se peut, prendre des sûretés, enfin, prendre peu ou pas de sûreté dans le meilleur des cas. Mais quand il s'agira de prendre des sûretés, nous allons venir en deuxième rang derrière les banques afin que les banquiers nous considèrent bien comme du quasi-fonds propre ou du fonds propre, puisque tout l'enjeu est là, c'est de catalyser l'investissement des banques, d'autant plus dans cette période de crise où déjà pré-crise, nous sentions des difficultés des banquiers à boucler l'intégralité de certains tours de table. Pour autant, il y avait des projets qui avaient du sens. Post-crise, nous pouvons anticiper avec des années d'exercice 2020 et 2021 qui vont être plus compliquées, des fonds propres qui vont être amoindris, que le fonds tourisme va permettre de déboucler de nombreuses situations. Donc, comme je vous l'ai dit, ce fonds tourisme Occitanie ne se substitue en rien aux banques, ne se substitue en rien aux subventions et aux aides des collectivités locales qui sont actives sur le sujet du tourisme, en ce compris la région, le fondateur en plus du fonds tourisme Occitanie. Et donc, je voudrais interroger
la région en la personne de Nathalie Nouziès, qui est là, voilà, qui a activé son micro, c'est parfait, pour que tu nous décrives et nous rappelles en quelque sorte les dispositifs qui existent, qui existaient déjà pré-crise et ceux qui sont en place encore aujourd'hui et certainement les nouveaux. Tout à fait. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Nouziès. Je travaille à la région Occitanie à la direction du tourisme et du thermalisme au service compétitivité et innovation des entreprises touristiques. Effectivement, je vais faire une intervention assez courte pour resituer ce fonds tourisme dans le contexte général de l'ensemble des outils qui ont été mis en place par la région Occitanie. Donc le fonds tourisme est un des outils, mais il est complémentaire à l'ensemble des autres outils existants que l'on peut décliner en deux grandes catégories. Donc dans le domaine du tourisme, les dispositifs d'intervention à destination du secteur public et ensuite les dispositifs d'intervention en direction du secteur privé. Sur le secteur public, nous avons 5 grands outils. Le premier outil que vous connaissez sûrement, c'est toute la politique sur les grands sites Occitanie. Donc, simple rappel, il y a eu 40 grands sites qui ont été labellisés destination durable et d'excellence, qui nous permet donc de financer ces pépites régionales au cœur d'un cœur emblématique avec un territoire annexe aux alentours, donc des équipements structurants, des aménagements urbains ou des études qui visent à développer et faire la promotion de ces grands sites pour inciter les touristes à venir consommer dans notre région. Ensuite, on accompagne les porteurs publics sur des projets que l'on définis à destination d'intérêt régional, qui nous permet également de financer des aménagements et des équipements à hauteur de entre 10 et 35%. On finance également des études préopérationnelles. Ensuite, on a des dispositifs qui concernent la grande itinérance d'intérêt régional, où là, les taux d'intervention sont de 25%, avec des conditions, notamment l'inscription de cette itinérance dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. Enfin, on a une politique de soutien des investissements touristiques qualifiés d'intérêt local, donc sur lesquels on va intervenir à hauteur de 15%, et qui ont, enfin, le critère, c'est l'incidence sur le développement local de ces aménagements en termes de revitalisation du territoire, d'amélioration du cadre de vie, etc. Et enfin, dernier point, c'est la politique régionale menée en faveur du thermalisme et du bien-être. D'ailleurs, pour information, à la prochaine commission permanente, qui est la réunion des élus de la région, qui prennent des décisions, donc la prochaine commission permanente qui a lieu le 29 mai, donc dans quelques jours, des dispositifs relatifs à cette politique dans le domaine du thermalisme va être présenté et voté normalement par les élus pour soutenir ce secteur fortement impacté également. Voilà, ça c'est pour la partie dispositif à destination du secteur public. Ensuite, on intervient également à destination en faveur du secteur privé, donc auprès des entreprises dans le domaine du tourisme. Je vais simplement vous citer à la fois les dispositifs d'intervention qui existaient avant la crise Covid, mais également 2 mots sur les dispositifs que l'on a mis en œuvre depuis la crise ou les dispositifs qu'on a fait évoluer, qu'on a essayé d'adapter pour répondre à cette crise. Donc, sur le secteur privé, on intervient d'abord au titre des contrats de développement et d'innovation touristique. L'objet, c'est d'accompagner les projets de développement global des entreprises sur 24 ou 36 mois. Donc, ce sont les entreprises que nous accompagnons, ce sont des entreprises donc, dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration, des activités de loisirs ou des activités réceptives. Et on peut intervenir soit en subvention, à hauteur maximum de 100 000 €,
soit d'avance remboursable à hauteur de 500 000 €, avance remboursable qui est un prêt à taux zéro avec un différé de remboursement de 24 mois, sur des projets de modernisation, sur des investissements matériels, immobiliers ou des aides au conseil. On intervient également sur tout ce qui concerne l'innovation ou pour accompagner les entreprises dans leur stratégie d'internationalisation. Voilà, les taux donc, sont aux alentours entre 15 et 30% d'intervention. Donc, on applique la réglementation européenne des aides aux entreprises pour pouvoir intervenir. Donc ça, c'est pour le secteur touristique. On a également l'autre grand pan, c'est le tourisme social et solidaire, effectivement, où on a un contrat spécifique pour ce secteur d'activité, où on intervient auprès des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des centres de vacances, des auberges de jeunesse ou des centres internationaux de séjour. Et là, les interventions peuvent aller jusqu'à 400 000 € en subvention et 1 million d'euros en avance remboursable. Voilà, donc ensuite, on a également sur le volet innovation un appel à projet qui s'appelle Ridinov Tourisme, qui nous permet de financer des projets collaboratifs de développement dans le domaine de l'innovation sur le tourisme. Voilà, ça c'est pour les contrats. Ensuite, on a un autre dispositif qui s'appelle le Pass Rebond, enfin qui s'appelait le Pass et qui s'appelle depuis quelques semaines le Pass Rebond. C'est un dispositif qu'on a fait évoluer au vu de la crise. Donc l'objectif, c'est un dispositif qui vise à accompagner de manière réactive à des besoins ponctuels des entreprises. Ce dispositif, c'est un dispositif pour l'instant temporaire qui est mis en place pour une période de 6 mois, donc de mars à septembre 2020, et qui vise à accompagner sur les mêmes types de dépenses des besoins des entreprises, donc sur de l'investissement. Et là, notre intervention peut aller jusqu'à 200 000 € en subvention avec un taux d'intervention de 50%. Voilà, donc ça, c'est les dispositifs de subvention ou avance remboursable. À côté de ça, donc, on a des dispositifs financiers que vous connaissez, notamment en partenariat avec notre opérateur qui est BPI France, donc les fonds régionaux de garantie ou les prêts rebonds Occitanie qui sont mis en place par BPI France et qui ont été abondés par des fonds régionaux. Ensuite, 2 mots sur un nouvel outil, peut-être que vous avez entendu parler, qui est le fonds local, qui va être également voté à la commission permanente du 29 mai. Donc, pour l'instant, les choses ne sont pas arrêtées. Tant que le vote n'a pas eu lieu, les critères peuvent encore évoluer, bien entendu. Donc, on aura un peu plus d'informations en fin de semaine. Là. Ce fonds serait mis en partenariat avec les départements, les métropoles, les communautés d'agglo, les Comcom et également la Banque des territoires et viserait à accompagner les acteurs touristiques sur 2 volets. D'abord, une aide à l'investissement pour la mise en œuvre de mesures sanitaires. Donc, ce serait une aide plafonnée à 20 000 € pour les entreprises du tourisme qui souhaitent investir pour mettre en place des mesures sanitaires. Et ensuite, une aide au redémarrage avec une aide au soutien à la trésorerie sous forme d'avance remboursable avec d'un montant maximum de 25 000 €. Mais bon, donc on attend le vote officiel, effectivement, et le texte qui va être voté pour donner un peu plus d'informations sur ce dispositif. Ensuite, on a mis en place un nouvel outil qui c'est les contrats entreprises en crise de trésorerie. Donc, ce sont un dispositif pour les entreprises de plus de 10 salariés qui ont des difficultés pour obtenir notamment les prêts garantis pour l'État, donc soit qui ont eu des refus, soit qui ont eu des prêts non suffisants et dont la médiation du crédit n'a pas pu faire aboutir le dossier. Donc là, l'intervention sera sous forme d'avance remboursable, donc un prêt à taux zéro sur un montant maximum de 300 000 €. Voilà. Ensuite, juste dernier point, c'est les fonds de solidarité mis en place
en partenariat avec l'État. Ça, vous en avez sûrement entendu parler. Il y a plusieurs volets. Et l'objectif de ces fonds de solidarité, c'est de compenser la perte de chiffre d'affaires, notamment pour les petites entreprises de moins de 10 salariés. Voilà, donc si vous voulez un peu plus d'informations sur les critères, sur les modalités de dépôt des dossiers, etc., je vous invite à vous rendre sur le site le hubentreprendre.laregion.fr, qui est une plateforme Internet qui regroupe un certain nombre d'informations sur les mesures mises en place par la région, mais également sur le site de la région, www.laregion.fr. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. J'ai lu dans les commentaires que certains auraient souhaité avoir un slide ou des slides qui répertorient les dispositifs. Peut-être qu'on pourra préparer ça, Nathalie, juste quelques items en fonction de la subvention, de l'aide de l'avance remboursable, etc. Peut-être. Oui, pas de souci, mais vraiment après, je vous invite à aller sur les deux sites que j'ai cités. Où là, on les mettra en lien dans le mail. Ouais. Oui, voilà, juste pour tous les participants, post-séminaire, nous vous enverrons un mail avec la présentation et nous mettrons donc les liens dans tous les cas des sites que Nathalie vient d'évoquer, des deux sites, la région Occitanie et Hub Entreprendre. Bien. Donc, merci Nathalie. Donc, n'hésitez toujours pas à poser vos questions. Post-séminaire, nous interrogerons chacun des intervenants qui sont concernés et Nathalie en fait partie. On peut peut-être passer à la slide suivante, Hortense, si c'est possible. Je suis perdue dans le déroulé. Merci beaucoup. Oui, donc soumettre un projet. Comment soumettre un projet au Fonds Tourisme Occitanie? C'est très simple. Vous allez sur le site fondtourismeoccitanie.fr, attaché sans majuscule et sans espace et sans tiret et sans point. Le process est le suivant. Nous présentons le dossier au comité d'ILFLO, qui est un comité de sélection des opportunités auquel la région siège, dans lequel la région siège et la Banque européenne d'investissement. Et ce comité de sélection des opportunités a vocation à valider que nous sommes bien dans la stratégie du fonds, donc celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Et dans un deuxième temps, nous présentons le dossier au comité d'investissement qui, lui, décide in fine de l'intervention, de ses caractéristiques, de ses modalités, etc. Tout ceci en 4 semaines à partir du moment où le dossier est bien sûr complet. Slide suivante, très bien. Donc maintenant, je cède la parole à Fabrice. Donc Fabrice est votre correspondant sur l'Occitanie Est. Il va vous présenter un projet que nous avons financé, qui s'appelle Ecosonia. Et n'hésitez pas à le solliciter si vous avez des questions de ce côté-là de notre région. Oui, bonjour à tous et merci Julie. Alors simplement, on voulait faire un peu focus rapide en fait sur le projet Ecosonia que l'on a financé. Le projet Ecosonia, en peu de mots, c'est la création d'un écoparc animalier à Casse-de-Pène avec des hébergements en écolodge. Casse-de-Pène, c'est juste à côté des PO. C'est dans les PO et juste à côté de Perpignan. Juste pour leur faire un peu de pub quand même, l'ouverture de ce nouvel parc animalier est prévue pour décembre. Le confinement n'a pas forcément ralenti la marche forcée des travaux. Pour ce projet, en fait, on est intervenu sur un budget de pratiquement 8 400 000 avec des apports conséquents de 3 millions d'euros, 500 000 euros en plus de la Banque du développement du territoire et l'accompagnement de banques, 3 banques qui sont intervenues à hauteur de 3,5 millions et notre intervention du Fonds Tourisme Occitanie à hauteur d'1,4 million. Alors, l'intérêt de pouvoir intervenir sur le Fonds Tourisme Occitanie, qu'est-ce que ça a apporté en fait? Ça a apporté plusieurs volets. Le premier volet, il est sur le porteur de projet ou les actionnaires. On a facilité le tour de table en intervenant à la fois en ingénierie financière et en analyse du risque sur le projet. On a pu converser un peu sur
nos méthodes de tourisme, nos méthodes d'analyse sur cette création pure et dure. Le différé qu'on a pu utiliser de 3 ans sur un crédit de 15 ans a permis d'avoir une souplesse importante sur le ramp-up, c'est-à-dire sur vraiment le développement de l'entreprise. Le remboursement qui est donné pour le Fonds Tourisme Occitanie n'est payé qu'au moment où un chiffre d'affaires est généré. Donc, ça amène pas mal de souplesse sur le remboursement. Et le dossier a été bouclé avec un dispositif de garantie très très succinct puisqu'il y avait une petite caution qui était prise. Nous n'avons pris aucune autre garantie. Là, ça amène bien évidemment un autre avantage sur le volet financier et du partenariat avec les établissements bancaires. Les établissements bancaires ont pu se positionner au niveau de leur comité d'investissement en disant voilà, le Fonds Tourisme Occitanie arrive, c'est du quasi-fonds propre, ça permet de préserver un petit peu le plan de financement. Nous aurons des garanties plus intéressantes que si on intervenait avec un autre établissement bancaire. Effectivement, ça leur a permis de bonifier leur taux de garantie chez BPI-France, qui n'aurait pas pu prendre autant de taux de garantie si un autre intervenant bancaire était venu. Ils ont pu prendre une hypothèque réelle dessus, sur le financement, alors que nous n'en avons pas pris. Donc, ça a facilité vraiment leur notion d'intervention et de risque et de pouvoir déboucler ce projet. Et enfin, il y a quand même une autre chose qui est intéressante pour les établissements bancaires, c'est le partage des flux s'est fait à 3 banquiers plutôt qu'à 4, ce qui simplifie un peu la répartition du chiffre d'affaires ou du PNB bancaire. Voilà très rapidement la description du projet. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Et ça permet effectivement de voir dans le concret ce que apporte le Fonds de Tourisme Occitanie et dans quelle mesure il est possible d'intervenir. Je cède la parole cette fois à Florian, qui lui s'occupe de l'Occitanie Ouest. Donc, il va nous présenter 3 projets qui sont en cours d'instruction par les équipes. Je te laisse la parole, Florian. Oui, bonjour à tous. Je vais passer donc vous présenter quelques projets que nous sommes en cours d'études, notamment donc la transformation d'un hôtel, mais on en a pris un, mais c'est vrai qu'on a plusieurs sujets en cours sur cette thématique. Le but étant d'accompagner la montée en gamme et en complément régulièrement aussi un accroissement des capacités. L'exemple que nous avons pris, donc c'est un passage d'un 2 étoiles vers un 3 étoiles avec un budget d'investissement de 2,5 millions. L'intérêt du Fonds Tourisme Occitanie pour le porteur du projet et pour les banques résidait principalement dans le niveau d'apport qui était jugé un peu léger par les banques, et donc le tour de table ne se bouclait pas. Donc, en intervenant sous forme obligataire et sous forme de prêt, nous avons permis à tout le monde de trouver un terrain d'entente et au projet de voir le jour. C'est un projet qui devrait s'enclencher d'ici la fin de l'année. Ensuite, un second projet qui est public cette fois, lié à une station de ski qui se diversifie et qui devient une station de montagne, avec le financement d'une piste de luge sur rail, donc pour une activité sur les 4 saisons. Je vais rassurer les porteurs de projets, on est bien sur un projet public, d'où le niveau d'aide sollicité. Sur le secteur privé, on est bien évidemment sur des ratios un peu différents. Et ici, l'enjeu de l'intervention du FTO, c'est qu'on est sur une station qui a de nombreux projets et donc souhaitait mobiliser les banques sur d'autres sujets, et donc nous avons ainsi trouvé notre place afin de limiter le niveau d'encours des différents partenaires financiers de la structure. Et enfin, un dernier projet que nous souhaitons vous montrer ce matin, qui est un écodomaine avec le développement de cabanes dans les arbres, des cabanes en bois. Nous sommes sur une création pure d'activité sur de l'hébergement insolite, donc avec un budget de 3,5 millions, donc assez conséquent. Et comme l'expliquait Julie tout à l'heure, la difficulté pour les banques était
c'était de se positionner sur une offre assez innovante et comme on est sur une création, forcément sans historique. Donc l'idée est d'apporter notre regard et notre savoir-faire sur le tourisme afin de rassurer les banques et d'intervenir cette fois aussi en obligation et en prêt, en partenariat aujourd'hui on serait avec deux banques. Et comme le disait Fabrice sur le projet Ecosonia, l'intérêt aussi de notre intervention est ensuite de faciliter la répartition des flux entre les différentes banques. Et on voit également que notre intervention n'est pas excluante des aides de la région, puisqu'on a également sur les différents projets présentés une partie prêt via le Fonds Tourisme Occitanie et également une partie subvention ou avance remboursable via les autres outils présentés par Nathalie tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Florian. Ça permet aussi de mettre en perspective d'autres types de projets qui vont voir le jour incessamment sous peu et le cas échéant de donner des idées pour partir cet été. Je laisse la parole à Marc qui nous a fait le filtre et le tri, on va dire plutôt, des questions pour les regrouper auprès de chacun des intervenants. Oui, merci Julie. En fait, c'est pas un tri, hein. J'ai répondu à certaines questions directement qui étaient assez précises, où j'ai répondu directement aux intervenants. Et ensuite, plusieurs questions qui sont à la fois des réflexions, à la fois des questions. Donc, je vais lire la question et m'adresser, dans le cas de question, à un des intervenants pour qu'il nous réponde rapidement. Donc, Fabienne, alors, une intervenante, non, une participante, Fabienne Bosque, qui demande bonjour, au-delà de la demande qui effectivement semble là, il est aussi question de savoir ce qu'il sera légalement possible de faire et donc des responsabilités des opérateurs du monde du tourisme et de nos capacités en tant qu'acteurs à nous adapter à des contraintes plus fortes. Alors, c'est plus une réflexion qu'une question. C'est vrai que la question de l'adaptation et du coût de cette adaptation à la crise est un vrai sujet sur lesquels il faudra se pencher rapidement. Et donc, Fabienne Bosque pose la question suivante. Bonjour, comment est-il possible de prendre contact avec le chargé de mission qui couvre le département de la Lozère? Nous travaillons sur la transformation de notre modèle économique. Jusqu'à fin 2022, nous sommes soutenus par une importante fondation familiale, tant pour la poursuite de notre mission scientifique originelle que pour le développement de notre activité écotouristique en cours. Eh bien, je vais vous passer Fabrice, qui est sur la Lozère. C'est bien toi, Fabrice, qui est sur la Lozère. Oui, c'est bien moi. Donc, vous avez le slide en fait avec mes coordonnées, mon numéro de téléphone aussi, comme ça, il n'y a pas de souci. Je rajoute pour que vous puissiez m'envoyer quelques éléments et qu'on puisse parler rapidement du dossier. Mon adresse mail, c'est f.atanferrand tout attaché mcapital.fr. Voilà. Donc là, on pourra soit vous m'envoyez un petit mail, soit vous me téléphonez. Ça sera assez simple. De cet après-midi, je suis libre. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez me téléphoner juste après. Voilà. Merci Fabrice. Et nous comptons évidemment aussi sur cet exercice pour communiquer le plus de projets possible. Alors, beaucoup de questions sur la taille des projets. Alors, c'est une question plutôt pour Julie. Donc, Monsieur Thierry Giraud qui demande « Bonjour, ce webinaire s'adresse-t-il aussi aux petites structures touristiques ?» Et j'ai d'autres questions comme ça. Le coût de mon projet, donc c'est Jocelyne Bonnet-Ribaud, le coût de mon projet est de 491 000 €. Quel est le plus intéressant pour moi? Le passe rebond tourisme ou un contrat de développement? Alors ça sera aussi pour Nathalie. Ce fonds ne s'adresse qu'à des projets substantiels supérieurs à 500 000 €. Pourquoi? Guillaume de Crusis, aucun dispositif envisageable de votre part pour un projet inférieur à 500 000 €. Donc, je te propose, Julie, de répondre, de passer la parole à Nathalie pour bien montrer le côté complémentaire des offres. Bien sûr. Donc, effectivement, nous avons la vocation à financer tout type de porteurs de projets, qu'ils soient de petite taille ou de grande taille. Ce n'est pas notre spectre, ce n'est pas la taille du porteur de projet, mais bien le projet en tant que tel. Effectivement, il y a des règles auxquelles on peut déroger à titre exceptionnel, mais ce sera à la marge
et vraiment de façon très, très ponctuelle. Donc, par exemple, si nous avons un projet de 491 000 euros, de but en blanc, on ne va pas l'écarter. Mais voilà, enfin, nous n'avons pas la vocation à financer des projets qui sont inférieurs à 500 000 euros, sauf cas exceptionnel. Nathalie, peut-être que tu peux répondre sur le passe-rebond. Oui, tout à fait. Donc, oui, comme on a essayé de vous le présenter, mais peut-être ça n'a pas été très clair, mais il y a tout un tas d'outils qui sont mis en place, dont le Fonds Tourisme Occitanie, mais il existe d'autres outils. Et ces outils sont complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire que enfin, l'ensemble de ces outils sont articulés pour pouvoir avoir une intervention. Donc, effectivement, peut-être qu'un projet n'est pas éligible au fonds de tourisme de par le montant du projet, mais peut-être éligible au contrat de développement ou au PASS suivant l'objectif du projet. Il faut toujours partir de quel est le projet, est-ce que c'est de l'investissement, quel est le besoin de l'entreprise, sur combien de temps, où il est situé, etc., pour pouvoir ensuite essayer d'adapter, de mobiliser l'outil le plus adapté aux besoins. Et après, si vous tapez également dans une porte et ce n'est pas tout à fait le bon outil, l'ensemble des intervenants et des structures travaillent ensemble, donc on échange les projets. Donc, si par exemple vous tapez à la porte du fonds de tourisme et que votre dossier ne peut pas rentrer dans le cadre de ces critères, une capitale le renvoie sur la région et on regarde s'il y a d'autres outils qui sont plus pertinents pour accompagner ce projet. Merci Nathalie. Oui, effectivement, la porte d'entrée, quelle que soit la porte d'entrée, votre dossier sera regardé. Donc, n'hésitez pas à le déposer sur le site Fonds Tourisme ou à nous contacter. Nous ferons la réorientation si cela est nécessaire. Une question qui est très pragmatique. Julie, pour toi. Bonjour, quels sont les critères de sélection des projets? Julie, on ne t'entend pas, tu n'as pas remis ton micro. Me voilà, excusez-moi. On en a un petit peu déjà parlé, tant qu'il y a une offre complémentaire qui est apportée par ce projet, qu'il y a de la rénovation, qu'il y a de la création, que c'est de la montée en gamme, voilà, tous ces sujets-là sont éligibles. Il y a très peu de sujets qui sont exclus. Si ce n'est les casinos et ce type de structure-là. Mais de but en blanc, à partir du moment où votre projet a un aspect de durabilité, tant sociétale qu'environnementale, ou l'un des deux volets, des fois, ce n'est pas possible de tout faire, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de frein particulier ou de grille qui vous exclurait, si ce n'est le style du casino, par exemple. Donc, il n'y a pas de critères prédéfinis de telle sorte à ce qu'on puisse financer le plus de projets possible. Merci Julie. Une question de Thomas Fantini que je salue ici et son travail à la Pergola. C'est une question pour toi, Julie. Suite à la crise Covid, les études financières de vos analystes vont-elles se durcir? Taux de marge, masse salariale, etc. Pensez-vous que les banques vont être plus exigeantes en apport? Alors, c'est une très bonne question. Merci, Monsieur Fantini. Oui, bien évidemment, nous sommes bien obligés dans les BP qui nous sont proposés, et souvent ce sont des dossiers qui nous ont été déposés avant crise, de, de prévoir dans les BP la situation de crise. Donc, nous dégradons évidemment l'année 2020 telle qu'elle était prévue dans le BP initial, et nous dégradons aussi un peu, mais moins, ce sont nos anticipations, l'année 2021. Ce qui a mécaniquement pour impact de limiter les fonds propres du porteur de projet qui nous sollicite. C'est pour ça que nous avons en ce moment une action plus incitative, c'est-à-dire que nous allons
intervenir, nous, le Fonds Tourisme Occitanie, peut-être plus qu'avant, en obligataire ou en obligataire convertible, de telle sorte à vous aider à consolider ou renforcer vos fonds propres. Les banquiers, pour répondre très clairement à cette question-là, les banquiers ont géré l'urgence et l'ont plutôt bien géré, hein, c'était ce qui était attendu. Je pense que ça risque d'être plus tendu sur les nouveaux projets parce qu'elles auront rentré pas mal d'encours via les PGE et risquent peut-être d'intervenir un peu moins que ce qu'elles le faisaient précédemment sur le financement des projets. Merci Julie. Quelques questions sur lesquelles on peut répondre assez rapidement. Avez-vous un modèle type pour la présentation à vous transmettre pour étude de projet? Je vous conseille à nouveau de vous rendre sur le site fondtourismeoccitanie.fr. Hein, peut-être Hortense, peux-tu remettre le nom du site sur l'écran, hein, qui permet à tout le monde. Et là, vous êtes recontacté dans les 24 heures dès que vous vous êtes inscrit sur le site. Pour Madame Jocelyne Bonnet-Ribaud, oui, vous pouvez appeler Fabrice vers 16 heures aujourd'hui. Votre projet est sur fond romeux. Il vous attend impatiemment sur son téléphone. Voyons cela. Alors, une question de Hassan Adioui. Bonjour, la CCI peut-elle mettre en musique tous ces dispositifs ou le pôle économique des Comcom pour s'y retrouver? Merci. Alors, là-dessus, Nathalie, c'est peu... Oui, bien sûr, évidemment, les CCI sont des portes d'entrée, notamment pour vous aider à monter des projets, à vous orienter sur l'ensemble des dossiers. Également, les communautés de communes, si certaines, enfin, si elles ont la compétence économique, s'il y a des gens qui accompagnent les entreprises dans les Comcom. Oui, oui, bien sûr, évidemment, ce sont des partenaires naturels, habituels et quotidiens que nous avons au téléphone pour accompagner les entreprises. Bon, super. Sinon, pour Patrice Casse, oui, le Tarn-et-Garonne est en Occitanie, hein, dont vous êtes parfaitement éligible. Nous avons d'ailleurs fait une présentation à Montauban. Hein. Et alors, ça peut-être une question pour Julie aussi. Le dispositif est-il éligible aux associations du tourisme social ou uniquement aux PME? Julie, ton micro. Julie, tu n'as pas activé ton micro. Pardon. Il est aussi effectivement possible pour les acteurs du tourisme social de solliciter le Fonds Tourisme Occitanie, d'autant plus que, vous l'aurez compris, c'est complètement dans la stratégie du Fonds Tourisme Occitanie sur les aspects sociétaux en l'occurrence. Mais s'ils peuvent en plus faire des économies d'énergie, c'est encore mieux. Et il y a des vrais sujets de rénovation des centres de vacances. Donc, on les y engage et on a vocation à les accompagner. Mais bien évidemment, tout va dépendre de l'économie liée à ce projet et du modèle qui va nous être proposé. Mais ce n'est pas un thème qui est exclu, bien au contraire. Merci Julie. Alors un spectateur donc anonyme, est-ce que M Capital aide au montage du projet afin d'avoir plus de chances d'être sélectionné? M Capital ne peut pas intervenir financièrement quand il y a le FTO pour des problématiques de conflit d'intérêts. Les fonds ne peuvent pas être mélangés. Hein. Et en revanche, une question pour Nathalie. Quelle est l'articulation avec le fonds local? Alors, comme j'ai essayé de l'expliquer, effectivement, ce sont deux outils pour le secteur touristique qui n'ont pas les mêmes objectifs. Le fonds tourisme, c'est un fonds d'investissement sur des projets structurants en région, donc on vous a présenté, et le fonds local est un fonds qui est destiné dans un premier volet à aider les entreprises à investir pour la mise en œuvre des mesures sanitaires. On est sur un plafond de subvention de 20 000 €.
Donc, on est vraiment en dessous des tickets d'intervention du fonds tourisme. Et là, on intervient sous forme de subvention pour mettre en place ces nouvelles mesures sanitaires. Et ensuite, le deuxième volet du fonds local, ce sera une aide au redémarrage, un soutien à la trésorerie avec une intervention sous forme d'avance remboursable. Donc, on n'est pas sur une intervention sur de l'investissement, mais on sera sur du soutien à la trésorerie. Donc, les deux objectifs sont différents. Voilà, c'est pas pour le même type de projet, ces deux fonds. Et d'ailleurs, toujours pour Nathalie, Georges Glandière demande comment le fonds tourisme Occitanie va-t-il s'articuler avec le fonds structurel annoncé dans le cadre du CIT, nouveau plan TSI, pour le TSS. Beaucoup d'acronymes. Je ne suis pas sûre que ce soit la question pour Nathalie. Bonjour Georges. Effectivement, il y a des mesures qui ont été annoncées par l'État pour soutenir spécifiquement le secteur. Julie, tu vas pouvoir m'aider à répondre. Je pense que tous ces outils sont complémentaires et seront complémentaires. Donc, ce n'est pas excluant un outil et l'autre. J'ai pas plus d'infos que ça sur le fonds national. Enfin, on en discutera avec M. Glandière plus tard, mais sur le principe, voilà, on a vocation à intervenir ensemble pour accompagner au mieux le projet. Donc, cette fois-ci, mon micro est bien ouvert. Oui, effectivement, on s'articule de façon assez simple, puisque nous sommes un fonds de cofinancement, donc on vient bien en complément de la dette bancaire, des subventions, des dispositifs, du nouveau dispositif qui est en cours via BPI France et la Banque des territoires. Donc, on s'articule tout simplement en venant en collaboration avec tous ces dispositifs et voilà, afin que les projets voient le jour. C'est la seule chose qui nous anime en fait. D'accord. Alors, quelques petites questions encore. Madame Carlioz des Cabanes d'Estia, concernant les aides au tourisme, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les personnes qui sont en ouverture cette année, sans historique, aucune aide de l'État, ni chômage partiel? Julie? Là, cette fois-ci, tu es encore. Non, mais là, c'était parce que je voulais pas répondre en fait. Est-ce que tu peux me répéter la question? Oui, en fait, je crois, je vais répondre à M. Carlios, mais le fonds tourisme est un fonds qui aide à l'investissement. Si votre ouverture cette année et que c'est un projet, effectivement, il est éligible. Mais il faudrait que nous contacter sur le site ou un des collaborateurs pour avoir une réponse plus précise à votre question. Une question encore, c'est est-ce que le PGE peut-il être considéré comme un cofinancement? Oui, oui, bien sûr. On vient bien en complément aussi du PGE. Et puis, on pourrait même imaginer, puisque vous savez que le PGE, il s'articule sur une première période d'une durée d'1 an, et puis on ne sait pas encore les conditions financières attendues. Finalement, le PGE finance de la perte. Est-ce que le PGE aura, qui va venir refinancer cette première phase, est-ce qu'il aura vraiment du sens en fonction de la durée qui sera proposée, du taux, etc. Donc, on peut très bien imaginer que le fonds tourisme Occitanie, dans le cadre d'un projet, puisse venir renforcer les fonds propres au-delà même du PGE, en complément du PGE, en sachant que nous ne financerons pas de la perte, mais nous financerons bien un projet via soit du prêt, soit d'obligataire convertible. Merci Julie. Hubert Faure demande sur les 104 millions d'euros dont dispose la FTO,
combien a déjà été affecté à des projets. Bon, c'est 101 millions d'euros, hein, ça ne change pas beaucoup. Écoutez, nous avons 4 ans pour l'investir, et nous sommes dans la première année, donc n'hésitez pas, hein, soumettez votre projet. Il reste encore beaucoup de financement à venir. Anne-Danielle demande, pouvez-vous en dire plus sur la subvention pour la restauration? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les restaurateurs? Donc, peut-être Nathalie? Non, oui, sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, les restaurateurs sont éligibles, hein, à l'ensemble des dispositifs dont j'ai parlé, les contrats, les passes, le fonds tourisme, etc. Il y a simplement des conditions spécifiques sur notamment les contrats et les passes. Les restaurants doivent être moins de 100 couverts et le chef doit avoir des références pour pouvoir exercer. Et ensuite, on n'aide pas les restaurants, bien sûr. On aide les restaurants structurants pour les territoires donc, qui accueillent à vocation touristique. Et on n'aide pas, par exemple, les restaurants qui sont sur les zones industrielles. Ils ne sont pas éligibles. Mais ensuite, les restaurants sont également des bénéficiaires des dispositifs. Alors, j'ai une question de Marilyn Delancey. Bonjour, je suis en LMNP avec un SIRET en salarié. Est-ce que j'ai droit au fonds de solidarité? Je ne peux pas vous répondre, Marilyn. Nous sommes ici au fonds tourisme et ce n'est pas je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Estelle, Juste Marc, peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire LMNP. Location meublée. D'accord, ok. Sinon, je vous suggère donc d'aller sur le Hub Entreprendre. Vous avez l'ensemble de présentations des fonds de solidarité. Vous avez l'ensemble des critères là-dessus. D'accord. Estelle Henry, bonjour. Pas d'aide d'État ou Union européenne sur ces projets. Il y a probablement des aides. Sachez que l'Europe fait partie, via la Banque européenne d'investissement, à la structuration de ce fonds. Hein. Probablement, il doit pouvoir y avoir des aides, mais je n'ai pas plus de précision à vous donner là-dessus. Je pense que c'est peut-être une question réglementaire. Si c'est ça, effectivement, le fonds d'intervention tourisme n'est pas considéré comme de l'aide d'État, comme peut être considéré pour les dossiers de subvention. Voilà. Je ne sais pas si c'était la question. Si c'était une question réglementaire ou pas. Oui, pour Renaud Jeanne, pour un novice, pouvez-vous différencier le prêt de l'obligataire et l'obligataire converti? Julie? Le prêt, le prêt, c'est surtout, on va dire, aussi bien dans la comptabilité que dans l'approche qu'on en a. Donc le prêt, tout le monde sait ce que c'est et c'est assez simple. Une obligation dans la structure du bilan, je vais essayer d'être concise. Dans la structure du bilan, le prêt se situe en bas de bilan et l'obligataire se situe en milieu de bilan, alors que le capital social d'une entreprise se situe en haut de bilan. Et l'obligataire convertible, c'est une ligne de financement qui se situe au milieu du bilan et qui a la vocation à se convertir en action et donc à remonter dans le capital, à se convertir en action et de façon à vraiment renforcer les fonds propres. Voilà en gros, mais je me tiens à sa disposition pour échanger par téléphone et pour lui faire un cours de comptabilité. Voilà, donc Gauthier Sublet qui repose une question sur le montant du minimum d'investissement. En fait, on a beaucoup répondu à cette question. Ce que je vous conseille, c'est quoi qu'il arrive d'aller sur le site Fonds Tourisme. Nous vous répondrons, vous déposez donc sur l'adresse qui est indiquée sur le webinaire actuellement, www.fondtourismeoccitanie.fr. Et nous vous rappellerons et nous vous orienterons. Donc, soit vous êtes éligible donc, au Fonds Tourisme Occitanie, soit à d'autres dispositifs et nous vous orienterons vers la région. Un spectateur anonyme, où est-ce qu'on trouve des informations sur les aides du département qui peuvent être cumulées avec les aides de la région?
cités dans le projet de l'éco-domaine. Est-ce qu'il y a un site, Nathalie? Est-ce qu'il y a quelque chose où il faut aller sur les 2 sites pour… Non, après, alors je ne vois pas le projet d'économie, je ne comprends pas, mais bon. Non, sinon sur le site du département, ce dont vous Oui, relevez, puisque chaque département ou chaque région a des politiques spécifiques, hein, dans le cadre de la réglementation européenne, bien sûr. Mais après, chaque structure, chaque collectivité a ses dispositifs, donc il faut aller voir le département en question. alors là, une question pour Nathalie Nouziès, hein, il est marqué de Damien Mortomas. Les hôteliers indépendants, mais sous franchise de marques Accor, Louvre-Hôtel, etc., sont-ils toujours exclus des dispositifs subventions région, notamment pour le pass rebond? Pour les exclusions, faites-vous une différence entre ZAC et ZI, et Z des industriels? Les questions deviennent précises. Non, les franchisés sont éligibles au dispositif dans la mesure où ce sont des indépendants. Donc, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et sur la différence entre les ZAC et les zones industrielles, non, nous ne faisons pas de différence. Eh bien, super. Monsieur Damien Mortomas vous remercie, Nathalie, hein, par message. Et en fait, une dernière, alors je pense qu'il s'agit du site, hein, une question qui est quand on dépose un projet, on peut être porteur, ce qui est clair, mais en quoi consiste être partenaire? C'est peut-être sur le site qu'il y a les deux mentions? Oui, le partenaire, en l'occurrence pour le fonds Tourisme Occitanie, ce sont les banquiers ou les prescripteurs au sens large de ce que ça comporte. Alors les partenaires aussi, ça peut être les institutionnels locaux, hein, type chambre de commerce, office de tourisme, et les porteurs de projets, c'est ceux qui effectivement investissent dans le projet et vont exploiter in fine le site dont il est question. En gros, c'est la définition que nous avons de ces 2 items. Merci Julie. Et donc, une dernière question de Monsieur Hassan Adioui. Avez-vous un nombre de projets par région limitée? Je suppose, est-ce que, que vous parlez du nombre de projets par département? Julie, une petite Non, précision. non. Alors, nous avons la vocation à bien avoir des projets dans tous les départements, même ceux qui, de but en blanc, seraient moins enclins à porter des nouveaux projets. Donc nous allons financer des projets dans tous les départements. Nous n'avons pas de quota en tant que tel, mais nous veillons à ce que tous les départements bénéficient de notre intervention. Et puis voilà, nous sommes encore 100 à être ensemble. Il n'y a plus de questions. Malgré la fin, FAIM. Malgré la fin, hein. Merci pour toutes ces questions, hein. Peut-être Julie, un mot de la fin? Non, merci à tous pour vos questions, votre participation, et puis à un prochain web séminaire, ou alors n'hésitez pas à nous contacter pour parler de vos projets. Une dernière question qui vient d'arriver, peut-être qui est intéressante, je trouve, puisque le sujet n'a pas été beaucoup abordé dans les questions concernant le RSE sur les dépôts des dossiers. Et effectivement, ce sont des sujets que nous regardons avec attention lors de nos différents comités, de nos différents moments d'analyse. Oui, alors effectivement, on va vous communiquer un document qui va vous permettre de nous répondre sur les aspects tant de gouvernance de votre structure que des aspects sociétaux ou environnementaux. Donc sur l'environnement, ça peut être les économies d'énergie, ça peut être de l'efficacité énergétique du bâtiment ou autre, ou des économies d'eau, etc. Sur le sociétal, ça va peut-être être, je m'implante sur un site rural et je vais faire vivre l'économie très locale de mon projet, autour de mon projet, et la gouvernance, bien évidemment, ça va être je fais de la mixité, je fais de la parité, et cetera, et cetera. Donc il y a toute une grille qui va vous être communiquée et sur lequel vous allez pouvoir, c'est du déclaratif, hein, déjà à ce stade, et qui va vous permettre
de dire en quoi, à titre personnel en tant que tel, vous vous engagez dans cette démarche. Et puis probablement qu'on vous demandera aussi dans le cadre de notre contrat à faire des efforts pour encore aller plus loin. Ça peut être le cas ou pas. Si vous êtes parfait, nous en prendrons bonne note. Mais en tout cas, c'est un sujet qui nous tient à cœur et voilà, nous regardons ça de près avec vous. Non pas que ce soit excluant, mais c'est incitatif. Merci Julie. Voilà. Écoutez, je suis en train de répondre à Madame Fabienne Bosque par mail et donc je pense que la séance est close. Merci à tous et bon Merci appétit. Marc. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Et au revoir.